Hello, c'est Julie et aujourd'hui on va parler d'une passion un peu que j'ai, c'est-à-dire la lecture. Parce qu'en fait il faut savoir que depuis que je suis toute petite, j'adore ça. Donc en fait quand ma soeur était en première primaire, moi j'étais en deuxième maternelle. Et vu qu'elle, elle a commencé à lire, moi j'avais absolument envie de faire comme elle. Et donc j'ai commencé un peu à faire les devoirs en même temps qu'elle, donc très vite j'ai appris à lire. Puis en primaire, chaque semaine j'allais à la bibliothèque, je prenais plein de livres et la semaine d'après je les ramenais parce que j'avais déjà tout lu. Je lisais assez rapidement aussi. Et donc pendant très longtemps j'ai plus trop lu. Je pense que c'est parce qu'avec les livres qu'on devait lire pour l'école, etc., genre j'en avais un peu marre. Et j'ai repris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc en 2024 j'ai quand même lu pas mal de livres. Du coup je voulais un peu vous parler de ceux que j'ai lus, des coups de cœur que j'ai eus, des livres que j'ai un peu moins aimés, pourquoi, etc. Et donc voilà, c'est parti. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Donc le premier livre que j'ai lu c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alinoff. Donc le résumé c'est: j'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois, c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles, mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Et donc ça c'est vraiment un livre que j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. C'est une histoire boys to boys, donc il faut aussi aimer ce genre d'histoire et ne pas avoir d'a priori ou de préjugés. Mais moi j'ai trouvé que les personnages étaient hyper touchants, ils avaient une psychologie, un développement très bien construit. Et il faut savoir qu'à la fin j'ai carrément pleuré dessus tellement ça m'a touchée, ce qui arrive rarement. Même si je suis hyper sensible, mais j'ai vraiment adoré la manière dont c'était écrit, la manière dont l'histoire se déroulait. C'était pas trop rapide, c'était assez lent, c'était assez réaliste. Et franchement ça a été un énorme coup de cœur, donc n'hésitez pas à aller le lire. Ensuite on a La vie en vrai de Emma Green. Donc à 17 ans, Louve est la victime des Royals, ces élèves populaires qui la harcèlent au lycée comme sur les réseaux sociaux jusqu'à la pousser au pire. Mais quand on touche le fond, il n'y a plus qu'une chose à faire, remonter. Aidée de sa famille, parfois maladroitement, Louve décide de rendre les coups et se rapproche du plus cruel de tous, l'intouchable Lazare Nightingale. Sous ses boucles brunes, Laz ne cherche qu'une chose, qu'on lui fiche la paix, et tant pis si pour ça il doit se montrer odieux. Mais il n'imagine pas encore que sous la fragilité de Louve se cache une guerrière, ni que son attirance pour elle va peu à peu briser ses barrières. En fait c'est un peu l'histoire, comme c'est raconté derrière, de un premier amour qui sauve la vie. En fait moi j'ai pas trop accroché parce que de ce que je me souviens c'était un peu une romance idéalisée entre un harceleur et une harcelée. Et ça c'est un thème, je trouve que c'est dangereux de proposer ce genre d'histoire et qu'il faut mettre beaucoup plus de pincettes, de contexte, et qu'il faut arrêter de dire que les personnes harcelées elles doivent absolument pardonner à leur harceleur, parce qu'en fait ça arrive très rarement je pense dans la vraie vie, et c'est vraiment trop idéalisé. C'est le genre de romance un peu à l'américaine, mais franchement j'ai pas accroché à cause de ça. J'ai quand même mis un 3 sur 5 parce qu'il y a quand même un plot twist qui est intéressant, mais en même temps j'ai aussi trouvé que la barrière entre la haine et l'amour était trop rapide. C'est à dire que quand on passe un peu de enemies to lovers, j'aime bien quand ça va lentement, quand on comprend bien, et pas quand tout se fait vite et quand tout est trop idéalisé et qu'en claquant des doigts ça y est c'est l'amour beau et fou et tout est rose et ils finiront heureux avec 10 enfants. Et donc ça j'ai pas aimé, et encore une fois le fait d'idéaliser un peu cette relation harceleur, j'ai pas accroché. Ensuite on a un deuxième coup de cœur qui est Hadès et Perséphone, A Touch of Darkness de Scarlett Sackler, juste ici. Donc après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit. Un amour à la fois envoûtant et interdit.
en fait c'est une interprétation du mythe grec d'Hadès et Perséphone. Et donc on est plongé dans un univers auquel j'étais pas du tout habituée. C'est vraiment le genre de livre que j'avais jamais lu auparavant. Parce qu'il faut savoir qu'en 2023 j'ai aussi lu pas mal de livres. Mais c'est juste qu'on n'en parle pas vu que ça commençait à dater un peu et j'avais pas fait de petite liste pour avoir mon avis. Mais j'ai adoré, du coup c'est vraiment un univers qui est hyper intéressant, la relation entre les dieux et les mortels, c'est hyper bien construit, on comprend un peu aussi les deux points de vue. Et puis c'est vraiment une histoire à laquelle j'ai accroché et donc ça a été un coup de cœur et je vous le conseille si vous aimez la mythologie et des genres d'histoires un peu anciennes. Franchement vous allez adorer. Et la romance, j'ai pas trouvé que c'était too much. Moi j'ai adoré et je les type trop donc foncez. Ensuite je ne l'ai pas mais j'ai lu Daisy Jones and the Six et ça j'ai pas du tout accroché. J'avais mis 3 sur 5 mais franchement je l'ai lu mais j'ai pas aimé l'histoire. En fait c'est l'histoire d'un groupe musical qui va se créer avec Daisy Jones qui est un peu la chanteuse principale. Mais j'ai vraiment pas aimé. En fait je pense que c'est la manière dont c'est écrit, c'est un peu sous forme de dialogue, il n'y a pas vraiment d'histoire continue. Et du coup j'ai pas du tout accroché à cette manière. L'histoire j'ai pas du tout trouvé qu'elle était intéressante. Pourtant je sais qu'il y en a plein qui l'ont adoré. Mais moi j'ai vraiment pas accroché. Ça peut se dire quand même rapidement parce que du coup c'est pas du tout le même format que quand on a des longues descriptions etc. Mais je pense que juste la manière dont c'était écrit j'ai vraiment pas aimé. Et du coup l'autrice j'hésite à lui laisser une deuxième chance mais vu ce que j'en ai pensé je sais pas si ça arrivera. Pour finir en janvier j'ai terminé par Une lueur d'espoir de Kea Tucker, juste ici. Et donc, Catherine Wright habite dans une petite ville. Elle est serveuse et s'occupe seule de sa fille de 5 ans. Une nuit, alors qu'elle rentre dans le brouillard, elle tombe sur une voiture encastrée dans un arbre. Elle intervient et parvient à sauver la vie d'un des occupants avant que le véhicule s'embrase. Elle ne saura bien que plus tard qui elle a sauvé, Brett Madden, la star de hockey héros national. Mais Catherine ne souhaite pas que son nom soit révélé, jusqu'au jour où elle trouve l'homme qu'elle a sauvé devant sa porte. Il veut juste la remercier, mais il va bouleverser sa vie. L'amitié qu'ils ressentent l'un pour l'autre dès les premiers mots échangés se transforme peu à peu en quelque chose de plus profond qu'ils ne s'attendaient pas à ressentir. Comment une superstar comme Brett Wayden pourrait-il s'intéresser à une femme aussi normale que Catherine? Combien de temps avant que cette étincelle qu'elle voit briller dans ses yeux ne s'éteigne? Et donc ce livre, j'ai mis 4,5 sur 5. J'ai vraiment adoré. J'ai certes trouvé que la relation entre les deux personnages était trop rapide, même si on passe d'abord de Friends to Lovers. Mais qu'il y avait certains passages qui restaient assez réalistes, même si a priori au premier abord on a l'impression que c'est un peu cliché avec la star de hockey national et la petite serveuse qui a en plus une fille de 5 ans dont elle doit s'occuper. Mais j'ai trouvé que les personnages ils étaient très touchants, surtout Catherine, et du coup j'ai adoré découvrir cette histoire. C'est le genre de livre dont j'avais jamais entendu parler, mais j'ai vraiment accroché. Puis en fait j'adore les romances, du coup les ingrédients secrets pour une bonne romance y étaient et franchement c'était trop bien pour finir le mois de janvier. Maintenant on va passer au mois de février avec Emma Green, Ce qui nous rend vivants. Donc aux urgences de l'hôpital public de Chicago, Cléo commence son internat et y retrouve Carter Cruz, une vieille connaissance. Bien plus que ça en réalité. Son meilleur ami de la fac de médecine, mais aussi son plus sérieux rival et son plus grand regret. Ici, Cléo se sent enfin à sa place, au milieu des brancards qui roulent à toute allure, des portes qui claquent, des chefs qui crient, des machines qui bipent et des tenues pastel qui volent au secours de ceux qui en ont besoin. Chaque jour, elle apprend. Elle soigne les autres pour oublier le mal qui la ronge. Elle croise l'humanité et la mort dans les couloirs. Elle tisse des liens forts avec tous ces héros du quotidien et elle se rapproche malgré elle de celui qu'elle fuit à tout prix. Pourtant, elle voudrait juste se sentir aussi invisible que lui et croire le temps d'un battement que la vie peut l'emporter. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais j'avais mis la note de 4 sur 5. En fait, de nouveau, c'est une histoire où on a un peu Enemies to Lovers, I Hate You, I Love You. Et j'ai trouvé que la transition entre les deux, elle n'était pas très bien construite. C'était beaucoup trop rapide. De nouveau, en 2-3 pages, ça y est, on apprend tout. Et puis, c'est l'amour fou directement, alors qu'en réalité ça fait des années qu'ils se détestent et qu'elle arrive à l'hôpital avec plein d'a priori sur lui et comme c'est dit elle l'évite. Donc ça j'ai pas trouvé ça hyper réaliste, mais je trouvais qu'il y avait un très bon plot twist.
plot twist. Et aussi ce que j'ai aimé, c'est l'univers médical. Parce que je trouve que même si ça reste une fiction et que tout ne montre pas la réalité, c'est un univers qui est intéressant, qui est assez réaliste. Et ça changeait un peu des histoires dans les lycées, un peu clichés. Donc ça c'était bien. Donc voilà, c'était pas mal, mais c'est pas mon préféré non plus. Ensuite, j'ai lu Tainted Hearts de Jen Guerrieri, le tome 1. Donc, élève en danse classique dans un prestigieux conservatoire de New York, Ali Owen compte bien atteindre son plus grand objectif, intégrer le corps de ballet de l'Opéra de Paris. L'ambitieuse ballerine met depuis toujours toutes les chances de son côté pour réaliser ce rêve d'enfant. Mais le quotidien d'Ali bascule quand elle s'attire les foudres de Chester Henston. Le célèbre chanteur des Chainless est un homme à l'allure aussi froide que tranchante. Connu des médias pour ses nombreuses dérives, le rocker est aux antipodes de la danseuse qui, elle, doit se plier à la discipline la plus stricte. En fait, là, on va un peu avoir l'autre choc entre la danseuse classique avec une discipline très stricte et l'électron libre. C'est vraiment deux univers qui s'entrechoquent. Ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé que la relation entre les deux personnages, elle était hyper toxique. Et il y avait beaucoup de chantage. J'ai trouvé que Chester, le personnage masculin, il était exécrable et que son comportement, il était inexcusable. Et même si la fin, elle est assez inattendue, ça, j'ai pas accroché. En fait, moi perso, je suis pas du tout le genre de personne qui lit par exemple des dark romance. Et ça, je dirais pas que c'en est une. Mais quand c'est des relations hyper toxiques, moi perso, j'accroche pas parce que je trouve que c'est pas très réaliste. Et que ça a aussi idéalisé une certaine forme de toxicité. Même si je comprends qu'il y en ait qui adorent lire ce genre de livre, mais moi, j'accroche pas du tout. Des fois, je trouvais que les descriptions, elles étaient très longues. Et c'est bien d'être plongé dans un univers. Et c'est bien d'apprendre à quoi les personnages ressemblent, ce qu'ils pensent, etc. Mais quand c'est trop long, des fois on se dit juste allez, passe à la suite quoi, arrête de blablater sur les yeux de quelqu'un, tu vois. Mais en même temps, ce que j'aimais bien, c'était que c'était deux univers assez originaux, donc la danse classique face au groupe Chainless. Et du coup, c'était de nouveau un peu deux univers qui s'entrechoquaient. Et du coup, ça j'ai bien apprécié, mais j'avais quand même mis 3 sur 5, donc c'est pas non plus un livre que j'ai kiffé. Ensuite, on a le deuxième livre en anglais qui est The Love Wager de Lynn Painter. Donc, after yet another disastrous date, Hailey Piper decides it's time to grow up. She gets a new apartment, a new haircut, and a new wardrobe. But when she looks into an app to find new love, she matches with none other than Jack, the guy the wrong kind of spark had flown with just weeks earlier. Agreeing that they are absolutely not interested in each other, Jack and Hailey realize that they're each other's perfect ring person and join forces in their searches for the one. They even place a wager on who can find romance first. But when they agree to be each other's fake dates for a wedding, bets are off because as they pretend to be a couple, they struggle to remember why dating for real was a struggle to begin with, je dirais, parce que du coup il y a la petite étiquette, donc désolée. Ça a été de nouveau un livre que j'ai adoré, j'avais mis un 5 sur 5. L'histoire, en fait, c'est Hailey Piper qui va rencontrer Jack et en fait les deux ils vont prétendre qu'ils sont le fake date de l'un de l'autre. Et du coup ça va mener à une amitié et puis forcément à une autre histoire d'amour. C'est un peu l'histoire qui va se passer. En gros, Hailey Piper elle a vécu un date catastrophique et puis elle a envie de grandir donc elle change de vie, nouvel appartement, nouvelle coupe de cheveux, etc. Et puis elle va rencontrer du coup ce fameux Jack. Et puis on va suivre toute une histoire d'amour. En fait, j'ai trouvé que c'était une romance qui était très légère. Il y a des fois, j'adore les histoires où c'est complexe, les relations sont compliquées, ça ajoute aussi du piment. Mais il y a des fois où lire ce genre de romance hyper légère, l'été par exemple, ou en printemps, ou quand on a une panne d'idées de savoir quel livre on va lire, ça convient parfaitement. C'était hyper agréable, c'était assez réaliste je trouvais. Juste à la fin, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup enfantine et que tout se règle assez vite. Mais j'ai vraiment adoré ce livre, donc je vous le conseille. J'ai pas eu l'impression qu'il était compliqué à lire en anglais. Du coup, foncez. Moi je l'avais pris parce qu'il y avait un 2 plus 1 gratuit. Et je le regrette pas du tout, je pourrais le relire tellement il était bien. Ensuite, on a Sweet Home de Tilly Cole.
Donc, Molly, brillante étudiante d'Oxford, a appris à ses dépens que ceux qu'on aime finissent toujours par nous quitter. Elle n'a plus grand-chose à espérer de sa vie en Angleterre quand elle s'envole pour l'Alabama. Le dépaysement est total et c'est une nouvelle vie qui s'offre à elle. Tout est si différent ici, plus lumineux, plus vivant. L'étudiante découvre la passion des Américains pour le football et succombe au charme de Romeo, quarterback au corps d'Apollon, mascotte de l'université. Cette rencontre inattendue entre deux êtres que tout oppose va changer sa vie à jamais. Mais ces Roméo et Juliette des temps modernes parviendront-ils à surmonter les obstacles qui se dressent devant eux? Ça, j'avais mis entre 3 et 3,5 sur 5. En fait, j'ai bien aimé, mais en même temps, j'ai trouvé que la romance entre les deux personnages, de nouveau, était trop rapide, trop enjolivée. En gros, tout est bien qui finit bien et ça va trop vite pour moi. Mais par contre, la fin était vraiment touchante, donc ça, j'avais bien aimé. J'ai trouvé que des fois, Roméo, en fait, c'était trop le cliché du quarterback au cœur d'Apollon, mais des fois, genre, c'est vraiment le stéréotype du quarterback américain qu'on voit dans les films. Mais des fois, c'est un peu too much, on va dire. Et aussi, j'ai trouvé qu'il y avait trop de scènes de sexe. Ça me dérange pas de lire des scènes de sexe, mais je trouve que dans certains livres, et c'est vrai que j'ai eu la même impression que le tome 3 de Hades et Perséphone que j'ai lu récemment, c'est qu'on a l'impression que genre toutes les 5 pages, il y a une scène de sexe qui est inutile. Des fois, je trouve que c'est le genre de scène qui peuvent totalement être utiles dans l'histoire et faire avancer, mais il y a des fois où je comprends pas pourquoi on en met autant. Puis des fois, c'est hyper détaillé. Enfin, moi, pour ça, des fois, ça me gêne de lire ça parce que t'es là dans le train et puis t'as ces scènes tous les 5 pages. Des fois, je trouve que c'est pas nécessaire. Et par exemple, La nuit où les étoiles sont éteintes, de base, je crois que c'est pour un public un peu plus jeune. Mais là, il n'y en a pas spécialement des scènes et ça m'a pas du tout dérangé. Et il y a des livres où il y a pas du tout ce genre de scènes parce que c'est axé pour des publics plus jeunes et où je trouve que l'histoire fonctionne tout aussi bien. Donc je comprends que le sexe ça fait partie de la vie et que c'est quelque chose d'humain, mais je trouve que c'est pas quelque chose qui doit forcément se retrouver à toutes les pages d'un livre. Surtout que des fois c'est des scènes un peu cringe. En fait j'ai l'impression que c'est assez compliqué de décrire le sexe et de le rendre réaliste dans un livre en fiction. Et du coup, des fois, ça manque trop de réalisme. Des fois, quand genre tout est beau, tout est bien, genre des fois, il n'y a pas juste. Vous savez, tu sais, une scène réaliste où en fait ça accroche pas du tout et qu'en fait le sexe n'était pas du tout bien. Enfin, je sais pas, je trouve que des fois il faut montrer en plus de réalisme et d'arrêter de faire croire que tout le monde s'accroche comme ça et que tout est beau qui finit bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'autrice, elle a essayé d'un peu faire une Roméo et Juliette des temps modernes. Je sais pas si le pari était vraiment réussi. Mais voilà, en fait l'approche aurait pu être très intéressante, mais il y a des choses qui manquent pour vraiment arriver à la hauteur de cette histoire, on va dire. Ensuite, on a encore un coup de cœur qui est Troublemaker de Alfreda Henry, donc juste ici. Hazel est une jeune femme sociable et lumineuse, infirmière, elle aime aider les autres. Alors, quand elle trouve son nouveau voisin en mauvaise posture, elle lui porte secours sans hésiter. Mais très vite, elle découvre que John a une part d'ombre très inquiétante. C'est un homme solitaire et asocial, il aide les gens d'une manière un peu particulière et radicale. Il agit selon ses propres règles et vit dans un monde morose et violent. Son métier lui impose une solitude presque totale, ce qui ne lui a jamais posé de problème jusqu'à maintenant. Mais il a dorénavant une jolie voisine, qui lui plaît beaucoup et qui est surtout bien trop curieuse. Partager le même palier pourrait se révéler dangereux pour tous les deux. J'ai adoré. J'ai pas envie de vous spoiler l'univers, je sais pas si vous avez réussi un peu à comprendre vers où on va. C'est sûrement pas ce à quoi vous attendez, mais j'ai adoré parce que de nouveau c'est un univers qui est totalement différent de ce que j'avais l'habitude de lire. Ça change, ça bouleverse et moi j'ai trouvé le pari super réussi. J'ai trouvé que l'histoire elle était hyper profonde entre les deux protagonistes et que c'était très touchant, très, très réaliste. Et qu'en même temps ça allait ni trop rapidement ni trop lentement. Donc au niveau du rythme de la romance c'est parfait. De nouveau je pense que c'est le genre de livre en fait que je sais que quand on lit pour la deuxième fois un livre, on n'arrive jamais à le redécouvrir à 100% parce qu'il y a une partie de l'histoire qui nous reste en tête. Mais c'est le genre de livre que je voudrais relire pour justement retomber dans cette romance, revoir comment ça se construit, les personnages, etc. Et donc j'ai adoré, ça a été de nouveau un véritable coup de cœur. Et pour finir le mois de février, on a Under the Ice de Laurea Spring. Donc, hockeyeur hors pair et fraîchement nommé capitaine de l'équipe, Isaiah se blesse avant le début de la saison. Madison, nageuse émérite, rêve quant à elle de plonger dans le bas des Jeux olympiques. Il n'aime pas les histoires d'amour, elle a été blessée et n'a plus de temps à leur consacrer. Elle est rigoureuse et control freak, il est libéré et carpe diem.
Pourtant, les deux sportifs passent à marcher. Devenir sex-friend afin d'éliminer toute frustration avant une performance sportive. Et les événements ne se font pas attendre. À chaque rencontre avec le beau brun, Madison voit sa confiance en elle grimper. Très vite, et malgré les limites qu'ils se sont imposées, elle comprendra qu'il lui en faudra plus. Plus de sexe, plus de passion et plus du sourire charmeur d'Isaiah. Et merde. De nouveau, j'ai trouvé que c'était très cliché. J'imagine qu'il y a quand même pas mal de scènes de sexe vu que ils ont clairement un sex friend dès le début. Mais malgré tout, j'ai trouvé que les personnages étaient quand même assez attachants, donc j'ai mis 4 sur 5. Mais c'est le genre d'histoire que je suis pas sûre que je voudrais relire en fait. Je pense que sur le moment, j'ai bien accroché, j'ai bien aimé et ça se lit très vite. Et de nouveau, des romances des fois un peu légères, c'est toujours bien, ça fait toujours plaisir, c'est toujours agréable à lire et ça va vite. Mais je pense que si j'ai aimé sur le moment, je ne suis pas sûre que je le relirai en fait. Donc voilà un peu mon avis, j'ai mis 4 sur 5. Parce que de nouveau c'est encore assez cliché. Et je trouve que des fois les histoires qui se passent dans des lycées ou encore au college ou à l'université, ça reste des histoires qui sont souvent très clichés et qui ne présentent pas toujours la réalité. D'un côté j'adore les clichés et d'un autre je trouve que des fois il faut être un peu plus réaliste et essayer de montrer d'autres aspects en fait, on va dire. En fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'année, les lectures ont commencé à baisser parce que j'avais plus trop le temps. Mais pour le mois de mars, on a eu Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe, qui est une autrice que j'adore. Donc si Azalée a autrefois été une adolescente épanouie, certains événements l'ont poussée à devenir ce qu'on a toujours dit d'elle. Mais le jour où sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis des années, décède dans un accident de voiture, son masque de jeune femme froide et indifférente menace de se fissurer. Si elle s'était promis de ne jamais revenir à Charleston, là où tant de choses se sont passées, elle décide de faire une exception. Elle était loin de se douter qu'un seul été suffirait à bouleverser tous ses principes, car Azalée n'est pas dupe. Son nouveau voisin, le séducteur et tatoué Eden, semble bien décidé à percer tous ses secrets. Les ombres du passé planent toujours sur Charleston, et les apparences n'ont jamais été aussi trompeuses. J'ai pas trop décrit cette histoire. J'avais mis 4,5 sur 5. En fait, je pense que d'un côté, j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à être entre guillemets plus touchée par l'histoire, à ce que le passé des personnages me bouleverse plus et à ce que ce soit vraiment une histoire touchante où on a envie de prendre les personnages dans les bras et de leur faire un câlin et de leur dire que tout va bien. Mais ça a été touchant, mais peut-être pas autant que ce que je pensais ou pas en tout cas autant que ce dont j'avais entendu parler sur les réseaux. Mais en même temps, l'histoire, elle est assez intéressante. Et c'est aussi une thématique qui est assez dure. Du coup, je sais pas s'il y a des trigger warnings. Oui, il y a quand même un avertissement. Et même l'autrice elle-même dit que psychologiquement, elle a été dure à écrire. Mais que c'était un sujet qu'elle avait envie de parler. Et il y a d'ailleurs plein de numéros tout au début pour les personnes qui sont confrontées à des idées noires ou des violences contre les femmes. Donc je vous conseille quand même d'y aller parce que ça va quand même être une histoire qui vous bouleverse. Et je pense que chaque avis est différent et chaque sensibilité l'est tout autant. Donc essayez toujours de la découvrir et Morgane Moncombe, ça reste quand même une de mes autrices favorites. On a la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley et c'est le premier tome. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Maya Dapliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Ça a été une saga qui a été énormément appréciée. Et moi j'ai trouvé qu'elle était incroyable. En tout cas ça a été également un gros coup de cœur. En fait je pense que je me suis un peu retrouvée dans l'histoire. Parce que du coup ça aborde l'adoption, un peu la question d'identité, le besoin de réponse à nos questions. Et une quête totalement folle pour essayer de savoir qui on est. Certes on peut se dire que dans la réalité des faits c'est le genre d'histoire qui n'arrive pas. Parce que c'est trop facile de dire que toute personne adoptée, si elle se dit allez je vais partir à la recherche grâce à un indice, j'aurai toutes les réponses à mes questions et tout va être beau et tout va être bien et ça va être un voyage tranquille et fluide. Ça c'est pas très réaliste. Mais en même temps, je trouve que ça apporte un peu d'espoir peut-être pour certaines personnes. Et faut quand même s'accrocher parce qu'il y a énormément de retours en arrière. En fait c'est un peu
plein de pages dans le présent et puis plein de pages dans le passé. Et donc des fois il y a tellement de noms de personnages qu'il faut faire attention pour bien comprendre l'histoire. La fin, j'ai trouvé que ça allait un peu trop vite. En tout cas, genre quand elle commence à trouver les réponses et tout, j'ai trouvé que c'était un peu trop idéalisé et trop rapide. Mais ça a été un véritable coup de cœur et je suis contente d'avoir découvert cette saga dont j'avais tant entendu parler. Et pour finir le mois de mars, on a le deuxième tome de Hadès et Perséphone, A Touch of Ruin, de Scarlett Sinclair toujours. La relation de Perséphone avec Hadès est devenue publique et la tempête médiatique qui en résulte perturbe la vie de la jeune femme et menace de l'exposer en tant que déesse du printemps. Pour ajouter à ses ennuis, tout le monde semble désireux de l'éloigner du dieu des ténèbres en lui révélant des informations sur son passé infernal. Les choses ne font qu'empirer quand une horrible tragédie ruine le cœur de Perséphone. Désespérée, elle prend les choses en main et conclut des accords qui auront de graves conséquences. L'attitude d'Hadès, qu'elle connaît finalement si mal, et cette perte écrasante qui lui a brisé le cœur, laisse Perséphone plus que jamais perplexe quant à son avenir en tant que reine d'Hadès et des enfers. De nouveau, ça a été un coup de cœur. La preuve que j'ai vraiment accroché à cet univers. En fait, on montre un peu que le monde des dieux, il n'est pas si beau, si idéalisé, que tous les accords qu'ils peuvent conclure, ça peut avoir des conséquences. C'est un peu comme dans la vie où quand on prend une mauvaise décision, ça peut avoir des conséquences. Et ça peut avoir un genre d'effet boule de neige, se répercuter sur nos proches. Donc ça, c'est vraiment un peu une petite leçon de morale. Et de nouveau, c'est un univers, je pense, que j'adore, auquel j'ai accroché. Genre d'univers que j'aimerais bien relire, mais dans une autre histoire avec d'autres personnages. Peut-être que je vais lire d'autres histoires de cette autrice. Mais de nouveau, c'est des personnages que j'adore. Et je suis tellement plongée dans l'histoire que ça se lit super vite. Du coup, je vous conseille à nouveau cette saga. On commence le mois d'avril avec un livre en espagnol qui est le premier tome de Culpa Mía de Mercedes Rano. Donc, Nicolás la guitarra ha sido creado para amargarme la vida. Alto, ojos azules, pero negro como la noche. Suena genial, ¿verdad? Pues no lo es tanto cuando te enteras de que va a ser tu hermanastro y de que además representa todo aquello de lo que ha estado huyendo desde que tienes uso de razón. Peligro fue lo primero que me vino a la cabeza cuando lo conocí y descubrí que mantiene una doble vida que oculta a mi nuevo padrastro millonario. ¿Cómo termine cayendo en sus redes? Fácil, vuestros ojos es capaz de poner tu mundo patas arriba. En gros, c'est une histoire entre un demi-frère et une demi-sœur. Et il va y avoir forcément une romance. Vous avez sûrement déjà dû entendre parler du film et du livre. Donc en fait, c'est de nouveau un univers qui est assez intéressant. Parce que ça change de nouveau un peu, ça ajoute de l'action, ça ajoute du rythme et du dynamisme. C'est un peu cliché, les demi-frères, demi-sœurs qui s'aiment pas. Mais c'était un peu un challenge en fait de lire cette histoire en espagnol et pas en français. Et du coup j'avais mis en 3 et 3,5 sur 5. J'ai trouvé que c'était une bonne trope. Mais que la transition de nouveau entre la haine et l'amour allait trop vite, c'était trop bizarre. Et voilà, c'était pas toujours évident à suivre, mais j'étais contente d'avoir réussi à le finir et d'avoir pu découvrir cette histoire dont j'avais tant entendu parler. Donc je vous le conseille. Par contre, je sais qu'en français, je pense qu'il y a genre 2 tomes de plus. C'est pas du tout le même équivalent, c'est pas du tout divisé de la même manière. Mais pourquoi pas, c'est quand même assez chouette. Donc voilà. Et ensuite, pour finir avril, c'est le tome 1 des Dieux du Campus. C'est le point de vue de Leander, de Phoenix B. Asher et F.V. Steyer. Je sais pas comment on dit. Donc, juste ici. Quarterback de l'équipe de football de l'Université de Saint-Charles, Leander McNeil ne vit que pour les études et le sport. Il ne sait rien ni personne se mettre en travers de son chemin vers la réussite. Même ses meilleurs amis et colocataires ont bien du mal à le détourner de ses révisions et entraînements intensifs. Loin de faire preuve de fausse modestie, il se prendrait presque pour le dieu du campus. Il pourrait cependant vite être amené à la réalité par Nick's Theory. Les sermons, cette fille de pasteur en a soupé. Elle compte bien profiter du vent de liberté qui souffle sur sa nouvelle vie loin de sa famille. Et peu importe qu'elle se mette à dos celui qui se prend pour Zeus réincarné lors de la première soirée de l'année. La colère divine, elle en a fait son affaire depuis bien longtemps. Ça, j'avais mis un 4 sur 5, mais j'étais pas trop sûre de ma note. En fait, j'ai l'impression que l'histoire était trop rapide et qu'il y avait certains thèmes, certaines thématiques qui n'avaient pas été suffisamment approfondies ou abordées. Et j'aurais bien voulu, du coup, que l'autrice développe un peu plus. Mais que les personnages étaient quand même assez attachants et drôles. Du coup, c'était un peu mitigé, mais de nouveau, ça reste des histoires assez légères quand on parle de l'université, des sportifs. C'est toujours le genre d'histoire qui peut être cool à lire, mais voilà, c'est pas non plus de la grande littérature. Donc l'été, pourquoi pas.
En juin, on a eu le deuxième tome de Lucinda Riley, donc la sœur de la tempête. Donc c'est de nouveau l'amour, nanana. Et puis Alice est la deuxième sœur au caractère courageux et volontaire. Elle est navigatrice et musicienne. Frappée par une nouvelle tragédie, la jeune femme perdue se lance sur la trace de ses origines. Les indices que lui a laissés son père en guise d'héritage ont la menée au cœur de la Norvège et de ses fjords sublimes. Entourée par la beauté de son pays natal, Ali découvre l'histoire intense d'une lignée de virtuoses célébrés pour leur talent un siècle plus tôt. Une famille aux lourds secrets. Et ça, franchement, j'avais mis un 4 sur 5. En fait, j'ai directement accroché à l'histoire, qui était assez touchante dès le début. Et en fait, il y a eu un très long moment où j'arrivais plus à accrocher. Genre, j'ai eu un peu une baisse de motivation. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à le finir. Je suis un peu mitigée sur l'histoire. Parce que c'était vraiment, j'ai accroché, puis j'ai plus du tout accroché. Et puis la fin s'est lue très vite, donc j'ai de nouveau accroché. Mais c'est pas du tout mon préféré. Donc je vous conseille quand même de finir la saga parce que vous allez... En fait, ce qui est bien, c'est que les histoires se suivent un peu l'une l'autre. Et puis dans celui-là, on apprend un peu ce qui se passe avec Maya, la sœur d'avant. Et du coup, il y a quand même un certain fil. Et de nouveau, c'est beaucoup de flashbacks. C'est de nouveau parfois compliqué. De nouveau, on a des fois l'impression que la quête de réponse va trop vite. Mais voilà, c'est quand même un pari qu'il fallait faire. Et je trouve que le pari reste quand même réussi. En juillet, j'ai lu Le jour où le soleil ne s'est plus levé, toujours de Nina Gorman et Marie Alino. Donc c'est le deuxième tome de la saga en fait. Donc de celle-là comme vous voyez. Je suis heureux, je suis triste, je suis bien entourée. Je n'ai jamais été aussi seule. Je suis Nate, je ne suis personne, personne qui vaille la peine d'être. Nate traîne son mal-être dans les couloirs du lycée. Le courage d'avancer, il le puise dans la musique et les réseaux sociaux où il se cultive une image parfaite. Il s'accroche aussi à son rêve de devenir acteur, mais ça, son père ne l'acceptera jamais. Pas plus que son attirance pour les garçons. Pourtant, lorsque Finn, le nouveau du lycée, débarque avec son charisme incendiaire, sa carapace se fissure. Reste à savoir si au contact de Finn, Nate finira par trouver sa voie ou se brûler les ailes. Alors, en fait, il faut savoir que ça, j'ai mis un 4 sur 5. En fait, j'ai de nouveau aimé l'histoire, mais en fait, le problème, c'est que c'est littéralement la même histoire que le livre bleu, mais du point de vue de Finn. Et c'est ça que j'ai pas trop aimé, c'est qu'en fait, quand on se souvient de ce qui s'est passé dans celle-là et qu'on l'a déjà lu, et qu'il n'y a pas énormément de temps qui s'est écoulé entre les deux, on a un peu l'impression d'avoir la même trope, d'avoir le même fil, on sait un peu ce qui va se passer, parce que du coup, les deux se reflètent comme un miroir, en fait. Du coup, je trouve que ça aurait peut-être été mieux d'aborder cette histoire du point de vue de Finn, mais soit avant que lui arrive, soit après pour essayer d'apporter un peu de nouveau. Celle-là, elle m'avait énormément touchée. Autant celle-là, vu que je savais déjà à quoi m'attendre, je l'ai été beaucoup moins. Mais ça reste une histoire qui est très triste, et je pense que si vous lisez peut-être l'une après l'autre, vous aurez peut-être un autre avis. Mais de nouveau, ça reste des personnages qui sont hyper attachants, qu'on a aussi envie de prendre dans ses bras et de leur dire mais t'inquiète, ça va aller. Mais forcément, c'est la même romance, donc voilà. Ensuite, j'ai le tome 2 de Campus Drivers de C.S. Quill, parce que j'ai déjà lu le tome 1, juste ici. Lorsque Donovan, Campus Driver adulé et bourreau des cœurs avérés, prend conscience des séquelles qui peut causer son comportement, il décide de devenir le petit ami parfait. Pour cela, il a besoin du meilleur coach dans le domaine, Carrie. Mais même si elles ne sont jamais fréquentées, celle-ci sait qu'elle ne veut rien avoir à faire avec lui. Les tombeurs d'un soir en quête de repentir, elle n'y croit pas une seconde dans la vraie vie. Elle préfère collectionner les héros des romances qu'elle dévore. C'est bien moins compliqué. S'il parvient à la convaincre, c'est un programme intensif en romantisme qu'il va devoir suivre. Donovan. Et puis j'arrive pas à lire de nouveau parce qu'il y a l'étiquette. Ça, j'avais mis un 4 sur 5. En fait, c'est très cliché de nouveau, mais la saga des Campus Drivers en général reste assez cliché. Mais j'ai trouvé que les personnages, ils restent assez attachants. Ils restent quand même assez humains. Enfin, c'est hyper léger de nouveau comme histoire. Donc pour l'été, c'est parfait. Et j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'originalité avec le fait que Carrie, c'est une grande lectrice de romans dans l'âme. Elle adore les histoires d'amour à l'eau de rose. Du coup, je trouvais qu'il y avait un peu ce petit côté original auquel on s'attend pas. Mais voilà, on conserve quand même certains clichés, c'est pas toujours hyper réaliste, mais c'était quand même assez agréable à lire, donc foncez quand même. Ensuite, on n'a plus beaucoup de livres. En septembre, on a c'est le tome 3. Mestar, la plus énigmatique, hésite à sortir du cocon qu'elle s'est créé avec sa sœur Sissi.
Elle décide pourtant de suivre le premier indice qui l'entraîne dans une librairie de livres anciens à Londres et sur la piste d'une certaine Flora McNichol, une femme indépendante et exemplaire qui a connu Beatrix Potter. Donc en fait le début de l'histoire commence toujours de la même manière, c'est comment est-ce qu'elles ont appris la mort de leur père et ce qu'elles en ont pensé, et puis on est plongé dans la trame. Celui-là j'avais mis entre 4 et 4,5. En fait ce que j'ai trouvé c'est que la division du livre entre vraiment présent, flashback, présent, flashback, présent, flashback, ça devenait répétitif. J'aurais préféré que des fois on alterne un peu ou que certaines parties soient plus longues que d'autres. Ça commençait à devenir un peu trop scolaire et théorique. Je pensais que j'allais énormément accrocher parce que ma marraine m'avait dit qu'elle avait adoré le fait que ça se passe à Londres. Mais au final, j'ai pas spécialement plus accroché à cause de l'univers. L'histoire, elle restait quand même intéressante. Et en fait, ce qui est bien, c'est que des fois, ça aborde des vrais thèmes historiques. Donc de nouveau, c'est un point que j'adore dans les livres parce que ça on apprend aussi un peu sur l'histoire. Mais c'est de nouveau pas le tome avec lequel j'ai le plus accroché. Et de nouveau, je trouve que la fin s'est déroulée beaucoup trop vite et que tout était trop beau en fait pour être réaliste. Donc voilà. Mais de nouveau, même si c'est très long, ça se lit quand même assez vite. Mais encore une fois, il faut bien rester accroché pour bien suivre les personnages. On a Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, juste ici. Il n'est qu'une pluie de cendres, elle s'est noyée dans un ciel trop vaste. Lors de la soirée de pré-rentrée à l'université, Sky, décidée à laisser ses démons derrière elle, jette son dévolu sur Ash. Prête à assumer cette aventure d'un soir, elle ignore les avertissements de sa colocataire et se lance dans le jeu de la séduction, mais perd lamentablement la partie. Elle fait fuir Ash, non sans avoir entrevu ses blessures. La part non d'un jeune homme qui a tout connu, même le pire, surtout le pire. Alors déjà, le titre. C'est un jeu de mots, parce que du coup c'est le nom des personnages, Sky et Ash, mais en anglais en fait ça veut dire... comment on appelle les Ashes? C'est... attendez, je sais plus comment on dit en français. Les cendres... Ah voilà, c'est les cendres qui tombent du ciel. Du coup c'est un peu un jeu de mots en fait. Et du coup... ça c'est parfait, j'ai trouvé que c'était trop cool rien que pour le titre. Mais sinon, j'avais quand même mis un 3,5, donc c'est quand même pas l'histoire que j'ai préférée. En fait, j'ai pas énormément accroché. J'avais entendu beaucoup de bien de cette histoire sur TikTok, qui disait que c'était très touchant, que c'était incroyable, etc. Mais c'est ça le problème avec TikTok, c'est qu'il y a de tout et de rien, que des fois il y a beaucoup de hype sur un livre qui ne mérite pas spécialement d'avoir autant de succès. Et donc j'ai trouvé que ça restait une histoire qui était super cliché. Il y a quand même des personnages qui restent assez touchants, qui ont leur propre histoire, leur propre passé, c'est quand même assez construit. Mais j'ai pas spécialement accroché comme j'aurais voulu. Du coup c'était un peu une déception parce que le problème c'est que des fois quand c'est des histoires qui ont autant de hype sur les réseaux, qu'on lit et qu'en fait on se dit tout ça pour ça, c'est un peu décevant quoi. Alors en octobre, j'ai pas lu beaucoup parce que j'avais des livres à lire en espagnol pour mon cours de littérature, mais j'ai lu le 4e tome de cette sœur qui est la sœur à la perle. On va parler de Celaeno Dapliez qui va conduire Sissi jusque dans la chaleur et la poussée rouge de l'Australie, où elle va croiser le destin de Kitty McBridge qui, 100 ans plus tôt, a abandonné sa vie bien rangée à Édimbourg pour chercher en terre inconnue le grain d'aventure dont elle avait toujours rêvé, ainsi qu'un amour qu'elle n'avait jamais imaginé. Pour Sissi, ce vaste et sauvage continent pourrait lui offrir ce qu'elle croyait impossible, un sentiment d'appartenance et un foyer. Ça a de nouveau été un coup de cœur. Autant les deux tomes, le tome 2 et le tome 3, j'ai moins accroché et j'ai moins été embarquée dans cette histoire, autant celui-là je l'ai adoré. Parce qu'il se passe en Australie, donc déjà ça c'est à l'autre bout du monde, mais c'est un pays que je connais pas du tout et que j'ai appris à découvrir. En fait il faut savoir que le tome 3 et le tome 4, on parle du coup de Sissi et de Star qui sont deux sœurs qui sont comme ça, comme les deux doigts de la main. Et en fait Star elle est un peu dans l'ombre de sa sœur et donc cette recherche de réponse ça va permettre d'en faire deux personnes distinctes avec leur propre histoire, leur propre passé et leur propre chemin à suivre. Et du coup j'ai trouvé hyper intéressant d'avoir un peu les deux points de vue, de savoir comment par exemple Sissi se sentait quand Star est partie à la recherche, de savoir comment Sissi se sent quand elle finit par trouver sa propre voie et quand elle décide de sauter le pas et de partir à l'aventure. Et donc j'ai vraiment adoré, je me suis un peu peut-être reconnue dans l'histoire, je sais pas, mais j'ai trouvé qu'elle était super
super intéressante parce que c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais très très proche de ma sœur et je voulais tout faire comme elle, on faisait exactement les mêmes sports, les mêmes passions. Et puis il y a eu un moment où j'ai aussi eu moi besoin qu'on nous distingue, qu'on nous sépare parce que forcément j'étais toujours la sœur d'eux et j'avais besoin d'être juste Julie. Et en fait c'est quand elle a quitté l'école secondaire que ça nous a permis un peu de... Enfin pour moi en tout cas c'est mon point de vue, ça m'a permis d'un peu... je sais pas comment expliquer mais de trouver ma voie, mon chemin, d'être seule dans l'école, de plus avoir toujours cette comparaison avec elle parce que du coup elle était plus là. Et puis après on a fini toutes les deux par tracer notre voie et on n'était plus du tout dans la même hobby, on n'était plus du tout collés l'une à l'autre. Du coup c'est un peu comme cette histoire, on va dire. Et pour finir, j'ai fini la saison avec le tome 3. Donc c'est Silly Season de Miles Coleman et il y a tome 1 et 2, Anne Paul et le deuxième j'ai oublié. La place de Gabriel au sein de son écurie est plus que jamais menacée. Après une énième course ratée, il décide de se changer les idées sur la route. Mais sa balade tourne au désastre. Il évite de justesse une moto et finit dans le ravin. Même s'il est sérieusement amoché, hors de question que Neptune apprenne qu'il a eu un accident. Il se tourne alors vers May, la médecin de l'écurie et meilleure amie de sa sœur. La jeune femme connaît Gabriel depuis plusieurs années, et pourtant ils n'ont jamais été proches. Lui qui est adorable avec tout le monde se montre toujours froid et distant en sa présence. Alors, quand il se présente à son cabinet et commence à lui parler d'un air enjôleur, May n'est pas dupe. Le pilote finit par lui dire la vérité et il passe un accord. Elle accepte de garder son secret et en échange, Gabriel s'engage à venir la voir après chaque effort pour qu'elle puisse vérifier son état de santé. Un jeu dangereux pour leur carrière comme pour leur cœur. De nouveau, ça a été un gros coup de cœur. En fait, il faut savoir que c'est une trilogie que j'ai adorée. Le seul truc dommage, c'est qu'en fait, chaque histoire va suivre un pilote de l'écurie qui sont amis. Et j'aurais voulu qu'en fait il y ait d'autres personnages qui soient abordés, mais ça n'a pas été le cas parce que du coup c'est le dernier tome. Donc j'étais un peu déçue pour ça. Mais de nouveau, l'univers de la F1, j'avais jamais lu. Et j'ai adoré le découvrir, apprendre un peu, surtout que je travaille dans un karting, du coup c'est aussi un peu intéressant d'en apprendre plus. Et c'est vraiment une histoire à laquelle j'ai accroché. Certes on trouve de nouveau quelques clichés, mais c'était génial. Peut-être que la romance va un peu trop vite. Et peut-être que c'est pas toujours réaliste parce que du coup un médecin qui cache un peu la vérité, c'est dangereux et je pense que dans la vraie vie ça ne se passe pas, même s'il y a des fois des gens corrompus. Mais du coup j'ai vraiment adoré les personnages, ça a permis vraiment de clôturer en beauté la trilogie et c'est de nouveau le genre d'histoire que je voudrais redécouvrir tellement j'ai aimé, même toute la trilogie, j'aurais voulu que ça s'arrête jamais en fait, donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que j'ai pas été trop brouillon. C'est un peu compliqué parce que du coup je fais la vidéo quand même vachement tard. Et en fait il y a des livres que j'ai lus mais il y a plus d'1 an. Du coup heureusement que je me suis fait une petite note sur mon GSM pour me rappeler un peu. Et que j'ai lu les résumés pour me replonger dans les histoires. Ça changera un peu, j'espère que je vous aurai donné envie d'apprendre à connaître certains auteurs ou certaines autrices. Qu'il y a peut-être des livres que vous avez déjà vus sur les réseaux et que vous vous dites « Oh j'hésitais à le prendre mais maintenant elle m'a convaincue ». Donc j'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des recommandations de romans, que ce soit en anglais, en espagnol, en allemand ou en français, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de recherche. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur d'autres livres, à partager vos coups de cœur, ceux dont vous avez été déçus. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc prenez soin de vous et bisous à la prochaine!